Merci aux participants qui sont toujours là après la pause. Eh bien, écoute, je crois que David, on peut te laisser la parole. D'accord, je suis prêt. Allons-y. Bon, bah, merci à tous d'être encore ici euh, pour cette troisième séance. Je m'appelle David Durand-Delacre, je suis doctorant maintenant, j'entame ma troisième année en doctorat de géographie à l'université de Cambridge. Mon groupe de recherche s'appelle Géographie des savoirs. Voilà. Ma présentation fait peut-être un pas légèrement en arrière par rapport à ce qui était discuté jusqu'à présent. C'est peut-être un peu plus théorique, mais je fais de mon mieux pour relier vraiment à la pratique et à tout ce qui a été discuté jusqu'à présent. Bon, je vais me lancer un petit chrono, histoire d'être aussi dans les temps. Voilà. Donc, d'une manière très simple, très basique, on peut exprimer l'idée de migration environnementale ou migration climatique en disant simplement que c'est l'idée selon laquelle des changements climatiques influent d'une manière ou d'une autre à travers des changements environnementaux plus locaux sur des mouvements de population. Alors le point de départ de ma thèse, c'est de dire que cette définition très vague est en fait finalement assez difficile à préciser et que en essayant de la préciser, voilà, on se rend compte que tous ces débats, cette définition, sont loin, enfin les définitions sont loin d'être acceptées et invariantes, elles ont en fait toute une histoire et une géographie. Donc aujourd'hui, on a entendu dans les précédentes présentations de thèse à quel point les relations entre changements environnementaux et les migrations sont complexes. On a vu aussi, je trouve, par la diversité des membres du jury présent que c'est un thème qui intéresse très largement des organisations très variées. Et puis on a noté aussi particulièrement au début que ces deux mots, migration environnementale, peuvent en fait soulever des débats qui sont d'ordre politique, d'ordre juridique. Et donc l'objectif de ma thèse, c'est vraiment d'explorer l'histoire et la géographie de ces débats, comment ils ont évolué dans le temps et comment ils évoluent en fonction des contextes. Donc je ne cherche pas seulement à comprendre un peu ces questions vraiment de fond qui sont les migrants climatiques, où et comment migrent-ils, quelle est toute la complexité qu'il y a là-dedans, et je ne cherche pas non plus à comprendre comment on peut au mieux leur apporter une assistance, mais plutôt je cherche à cartographier toutes les différentes positions qu'on peut avoir sur ces questions-là, et quelles voies, dans les décisions qu'on prend sur ces questions-là, sont mises en avant et décident finalement du chemin à suivre. Donc en bref, l'idée de ma thèse, la question qui anime ma thèse, c'est comment, où, quand et comment le sujet des migrations environnementales, des migrations climatiques a émergé, et comment est-ce qu'il circule aujourd'hui entre différents contextes. Alors pour cela, je m'inspire de théories assez variées en histoire et en philosophie des sciences, en géographie, en anthropologie. Je ne vais pas m'attarder sur cet aspect théorique aujourd'hui, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que je concentre tous mes efforts et toutes mes recherches sur la France, où je fais depuis un an des entretiens donc avec des chercheurs, des collègues, quoi, des journalistes, mais aussi des administrations du gouvernement français et de nombreuses ONG. C'est un travail inachevé, donc je vais vous présenter des résultats plutôt préliminaires qui seront à titre d'illustration plutôt que définitifs. Pour illustrer l'évolution historique et géographique du concept, de cette idée de migration environnementale, il faut faire attention aux représentations. C'est-à-dire les mots, les textes et les images qu'on emploie pour parler de migration environnementale et aussi pour les rendre visibles. Donc d'abord, il y a les mots. Mes recherches montrent par exemple, on a beaucoup de débats d'experts sur la bonne terminologie à employer pour parler de ce sujet, et il y a une quantité énorme de différents termes qui ont été proposés. Ce qui est intéressant pour le type de recherche que je fais, c'est que, par exemple, on voit dans certains contextes, comme la presse, que un terme comme réfugié climatique, qui est finalement peu utilisé dans les débats d'experts, reste très dominant. C'est vraiment la chose que la presse, c'est le terme que la presse utilise. Et puis on voit aussi que ce terme-là, réfugié climatique, est utilisé de manière très interchangeable dans la presse, comme s'il était parfaitement équivalent. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est assez commun. Donc là, on voit un déplacement entre débat d'experts et débat public dans la presse. À titre d'illustration, je note aussi récemment
qu'il y a beaucoup de termes qui emploient un peu la terminologie de la catastrophe, du déplacement forcé, aussi l'idée d'inhabitabilité qui revient très récemment sur le devant de la scène. Donc tous ces choix-là influent sur comment on comprend et comment on voit la migration environnementale. Il y a aussi les chiffres qui ont été beaucoup critiqués, parfois pour donner une impression un peu sécuritaire de ce sujet, mais en fait qui reste très souvent un passage presque obligatoire ou un point de départ utile pour de nombreuses organisations, pour de nombreux individus qui cherchent à aborder ce sujet pour la première fois. Et donc, c'est toujours très intéressant de voir le rôle que ces chiffres peuvent avoir dans les discussions. Et puis, notamment, ils ont souvent le rôle de mettre tous ces débats dans une temporalité prospective, voilà, avec une échéance qui est toujours dans le futur et qui est souvent repoussée par l'utilisation d'échéances comme ça. Et puis, bien sûr, il y a les images. Donc là, par exemple, je vous montre un globe qui sort d'un article du New York Times Magazine de août. And then there's pictures. Les endroits sources de migration climatique en rouge déjà, ce qui peut faire un peu peur, mais qui font écho surtout au concept de hotspot ou de zone à risque, qui est quelque chose qui est une trame dans les débats sur l'immigration environnementale depuis les années 90 et les premières prédictions des mouvements par Norman Myers dans les années 90. Alors après, il y a aussi, par exemple, le phénomène de la flèche, ici assez caricatural, mais qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses représentations des migrations environnementales et qui peuvent donner l'impression d'un mouvement qui va être direct ou linéaire, et qu'il est intéressant de contraster à des études beaucoup plus subtiles sur les trajectoires telles qu'elles se développent. Voilà, donc le travail qui est fait, par exemple, par Loïc et Suzy. On voit aussi que le migrant environnemental a un visage particulier. Donc ici, c'est Ioane Teitosia, qui est l'homme de Kiribati, qui avait fait une demande pour devenir réfugié climatique en Nouvelle-Zélande, et qui a en fait capturé fortement l'attention et qui revient dans mes entretiens en France énormément souvent, parce que ce cas de figure particulier, cet homme en particulier, a réussi à capturer l'attention et donner un visage à une thématique souvent un peu plus abstraite. De manière plus générale, on voit que le migrant environnemental est souvent racisé, il est souvent, enfin très rarement blanc en fait, il est aussi souvent rural et il est aussi très souvent une femme ou un enfant. Donc voilà, on peut, en faisant l'analyse des représentations, identifier ce genre de choses. Je ne vais pas m'attarder, mais il y a aussi des métaphores de feu, des métaphores d'eau, hydrologique, sur la catastrophe, la vulnérabilité. Mais alors la chose qui intéresse et qui est vraiment au centre de ma thèse, c'est que je ne cherche pas seulement à faire une analyse des représentations en elles-mêmes, mais plutôt à démarquer mon travail par une attention aux pratiques qui sous-tendent ces représentations. Donc voilà, qui participent à la formulation des discours sur l'immigration environnementale. Tous ces mots, ces chiffres, ces images sont le produit d'un travail qui va toujours impliquer certains outils, que ce soit des outils de modélisation, des outils de recherche, il va y avoir des techniques, et puis dans tout ça, il va y avoir beaucoup de décisions qui vont guider un peu avec quelle image on va se retrouver. Donc ça peut être des contraintes financières, un agenda ou une pression politique, voire un standard ou une norme professionnelle, que ce soit journalistique ou documentariste. Et puis même une fois produites, ces représentations, elles se déplacent aussi, et on peut voir à quel point le même mot, le même chiffre, la même image peut avoir une signification toute différente en fonction du contexte. Donc pour vous donner un exemple de pratique, voilà une audition de François Gémel au Conseil économique, social et environnemental, donc un expert qui est très demandé sur cette thématique. Et j'ai fait une analyse donc, sur l'oral de cette audition où le Conseil a longuement discuté le sujet des migrations environnementales avec François Gémen. Il y a eu des débats assez animés. Et puis ensuite, quand on compare cela à l'écrit, au rapport final du Conseil économique, social et environnemental, on retrouve que la migration environnementale retrouve une place beaucoup plus vague, beaucoup plus brève, qui n'a pas réussi à se concrétiser dans le rapport, dans ce qui ressort de l'audition. Donc tout ça restait strictement à l'oral et on ne peut que y accéder par la vidéo. Ce qui donne une image assez limitée de la complexité du sujet à l'écrit. Une autre manière d'approcher ça, c'est aussi en regardant un peu les réseaux. Donc voici 4 réseaux d'organisations non gouvernementales françaises où on pourrait toujours s'attendre, dans chacun de ces cas, on pourrait s'attendre à ce qu'ils parlent de migration environnementale. Le schéma est un peu simpliste, mais on peut y identifier
certaines organisations qui pourraient jouer des points relais assez importants. Donc, par exemple, le Secours catholique, qui est ici au centre et qui est membre de tous ces réseaux, a récemment produit une note sur l'immigration environnementale, une note d'opposition, et donc en bonne place, au moins a priori, pour rendre ce sujet largement visible. Donc c'est le genre de choses que je creuse pour essayer de comprendre comment un rapport comme celui du Secours catholique va peut-être avoir écho dans un écosystème beaucoup plus large d'organisations. Et puis on peut voir aussi, à titre d'illustration, dans ce réseau, le réseau des ponts, pas des murs, qui a fait des migrations environnementales en France son sujet de prédilection, son activité principale, se retrouve en fait assez loin et très peu connecté, sauf par le Secours catholique et une autre organisation, avec le réseau Action Climat. Et donc on peut, ici, c'est aussi quelque chose que je suis en train de creuser avec eux, voir un manque de connexion entre, d'une part, des organisations de solidarité avec des organisations plutôt climat, écologie, environnement. Alors, il me reste 10 secondes et je vais finir simplement en appuyant le fait que tout ça, c'est des questions de... Ça sonne, pardon. C'est des questions de relations et qui sont toujours à creuser. Alors, pourquoi faire ce travail? Juste pour finir, je pense que la raison pour laquelle je pousse cette approche-là, c'est pour vraiment identifier les limites de tous nos débats, tout ce qu'on fait, voire aussi essayer de comprendre quels acteurs ne sont pas intéressés par cette thématique des migrations environnementales et pourquoi. Essayer de comprendre un peu les divergences qui motivent ces oppositions à la question des migrations environnementales, parce que quand on essaie de pousser un peu ce sujet, on va se retrouver face à quelques oppositions qu'on n'aura peut-être pas prévues, et c'est vraiment dans cette idée-là de les identifier en amont que je fais ce travail-là. Et puis, par conséquent, en étudiant ça, essayer de revenir et de réfléchir à comment nous, on organise nos recherches et nos travaux de communication, comment on formule nos questions, quelles méthodes on choisit, nos cas d'études, nos collaborations, pour revoir un peu les représentations et leur efficacité, notamment dans la manière dont on veut communiquer à différents publics, bien réfléchir à comment les formuler. Voilà, je vais arrêter là. Et j'attends avec impatience les questions du jury sur ce sujet. Merci beaucoup, David. Et ben je laisse sans plus attendre la parole à Catherine qui voilà, s'était positionnée sur cette session 3. Catherine, vous avez la parole. Merci, en tous les cas, c'était passionnant. J'interviens avec d'autant plus de plaisir pour discuter avec vous. J'ai été la directrice de thèse de François Gemène, donc qui est l'un de mes premiers thésards et qui est devenu maintenant une star. Et donc, il m'a baigné dans ces questionnements que je connaissais très peu avant de l'avoir suivi dans sa thèse et après. Alors, moi, je pense qu'un des aspects que vous posez très très bien, surtout à la fin, c'est la question de la relation entre savoir et pouvoir. J'ai même écrit un article là-dessus dans Esprit, qui était d'ailleurs traduit en anglais et par Kern. Et le vrai problème, c'est la relation entre ce que dit Max Weber, le savant et le politique. Il y a un écart considérable entre l'analyse très fine que vous faites et puis la perception politique, l'intérêt ou le désintérêt politique que ça peut soulever. La première raison, à mon avis, c'est que la migration, puisque je continue à l'enseigner, elle s'inscrit dans un cadre institutionnel. Et il n'y a pas de cadre institutionnel pour les déplacés environnementaux. Donc, on ne sait pas très bien où les mettre, on débat, est-ce qu'on a intérêt à avoir un traité international, mais on ne sait pas très bien si les pays du Nord voudront bien y souscrire, est-ce qu'on a une gestion régionale, etc. Donc, il y a un malaise institutionnel et ils ne correspondent à aucune case et ça fait partie des glissements des catégories de migration, comme on dit, des migrations mixtes, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que d'un côté, moi je le constate en faisant des débats autres que sur les thèmes environnementaux qui ne sont pas mes sujets, mais des débats migration dans des grandes ONG, etc. Ça fascine l'opinion et même par
Quand vous allez à un dîner en ville, on dira « Ah oui, mais les migrations environnementales, on va être envahi, etc. » Le livre de Stephen Smith sur l'invasion de l'Europe par les Africains insiste encore là-dessus, dans une grande méconnaissance en général du phénomène. Et on voit avec les chiffres qui sont proposés, est-ce que on sera 150 millions de déplacés environnementaux, 200 millions à la fin du siècle, etc. Donc un grand flou sur les connaissances et en même temps qui ne correspond pas du tout à la réalité, à la finesse des analyses qui disent en gros pour l'instant, ils sont à peu près 50 millions, les 2/3 sont des migrants internes, une petite partie sont des déplacés internationaux, ce sont surtout les régions voisines des catastrophes ou des phénomènes de réchauffement qui vont être les plus concernées par ces déplacés environnementaux. Donc pourquoi un tel écart entre le savant et le politique? Et vous, dans vos entretiens, parmi les hauts fonctionnaires que vous avez pu rencontrer, ou les experts, est-ce que vous avez perçu cet écart qui est très grand en termes de migration, mais qui est encore plus grand pour les déplacés environnementaux, les gens qui se piquent de stratégies internationales, etc., ou même de questions de sécurité, sont fascinés par le thème des déplacés environnementaux, et en même temps, il n'y a aucune politique qui donne une réponse à tout cela. Alors pourquoi un tel écart? Vous posez une question importante et un peu difficile à résumer, mais je pense que déjà vous avez parfaitement raison à parler d'une certaine fascination, parce que ce qui revient à travers tous mes entretiens, et ça je pense que j'hésite à dire universel, mais quasiment, c'est que le fait qu'il y ait un lien entre migration et environnement relève de l'évidence, quasiment. Mais à partir de enfin, c'est presque banal, quoi, de dire qu'il y a un tel lien. Mais dès qu'on commence à parler d'une éventuelle solution ou d'un éventuel cadre dans lequel le placer, il y a déjà, en fait, je dirais, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, parmi tous ceux qui s'intéressent aux migrations en premier lieu, un sentiment de ne pas être écouté par des acteurs du politique, parce que finalement les migrations environnementales ne rentrent pas dans un champ vide, elles arrivent dans un champ très lourdement politisé. Donc vous avez parlé entre autres de la thèse de Stephen Smith de la ruée vers l'Europe. Ça, c'est quelque chose notamment qui a une certaine attraction dans dans certaines administrations. À un certain niveau, c'est cette idée que, selon laquelle le problème principal est plutôt une question démographique et de manque de développement économique dans certains pays africains, qui serait la première cause de mouvement vers l'Europe, ça attire une certaine frange des politiques qui prennent ces décisions-là. Ça peut aussi rentrer dans des débats plus favorables à l'extrême droite. Et donc, il n'y a même pas en fait de champ où faire rentrer le climat, parce que et les déplacements environnementaux. Parce que qu'en fait, l'autre chose dont on se rend compte, c'est que dès qu'on commence à parler de déplacements environnementaux, et je pense qu'on le voit beaucoup dans les discussions qu'on a aujourd'hui, on va faire rentrer immédiatement des choses comme des questions de responsabilité, de justice, qui elles-mêmes sont très politiques et donc associées à une vision particulière de l'organisation de la société, de ce qu'on devrait faire sur l'immigration de manière générale. Et c'est indissociable. Voilà. On ne peut pas parler de migration environnementale sans parler de ces choses-là, et ça rend la connaissance fait difficile à transmettre, puisqu'elle ne peut pas se défaire de ça. Elle peut pas éviter ce débat qui, au niveau politique, est très difficile à mener. Je ne sais pas si ça... Si, tout à fait. Et je pense qu'il faudra que vous abordiez cet aspect entre l'écart entre le savoir-pouvoir, il est flagrant dans ce plan. Après, si je peux juste rajouter, on voit des dynamiques assez similaires. Par exemple, avec des journalistes, je suis en train de faire beaucoup de choses. Il y a aussi des choses plus dramatiques qui sont simplement le manque de temps. Enfin voilà, quand on parle à tous les journaux principaux en France, il n'y a juste aucun journaliste qui s'est spécialisé à ce point, et c'est un sujet qui tombe au milieu entre le service climat et le service migration, et il n'y a juste pas de journalistes qui s'emparent du sujet parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas le temps. Voilà. Donc en fait, c'est aussi un peu ça l'idée de regarder dans les pratiques, c'est que
il y a tout cet aspect politique-là, mais il y a aussi tous les aspects peut-être juste de la pratique journalistique, de la pratique politique, le temps qu'on dédie à écouter, à passer du temps dans des colloques comme celui-ci. Voilà, c'est pas donné à tout le monde n'a pas le temps de le faire. Merci beaucoup, David. Catherine, si vous en avez terminé avec vos questions, je propose de donner la parole alors à David et Pierre-Angela, et puis à Marine également, qui a une question à poser à David. Donc, David Mando Kitoko, pas David Durand. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, je me posais la question, dans les images que vous montriez par rapport à la présentation de l'immigration climatique, c'est-à-dire on va montrer des catastrophes naturelles, etc. Est-ce que vous avez fait exprès d'exclure, par exemple, la question de la guerre, que, par exemple, certains acteurs vont directement lier aussi, faire un lien avec, avec la question de l'immigration climatique? Deuxième question, est-ce que cette fascination de la question des migrations climatiques, elle n'est pas plutôt liée à la fascination que l'on voit souvent en France, notamment des politiques, de la fascination de la question démographique africaine, pour être très direct? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui fait peur, plutôt que le fait de dire on veut se pencher sur la question environnementale? Voilà, j'aurais pu avoir pas mal de questions, mais déjà ça. Alors le lien avec le conflit, c'est vrai qu'il est assez souvent fait. Moi, je me suis penché juste sur la littérature qui fait le lien avec la Syrie, tout particulièrement, parce qu'il y a eu un nombre d'études assez conséquents qui faisaient l'argument selon lequel une sécheresse dans le nord de la Syrie aurait, par série d'étapes, mené jusqu'au conflit et donc à la migration vers l'Europe. Donc c'est un lien qui est fait assez souvent. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une certaine division, en tout cas chez les experts et chez les gens qui s'intéressent à cette question de manière assez générale en France. Il y a une division entre ceux qui rejettent ce lien. Bon, alors, d'un point de vue analytique, c'est toujours compliqué parce que les conflits, comme les migrations, sont multifacteurs. Le prouver qu'il y a un lien direct entre sécheresse et déplacement de Syriens vers l'Europe est assez difficile, même. Enfin, il y a peu d'études qui le font de manière très convaincante. Mais au-delà de ça, il y a une inquiétude très forte, en tout cas parmi tous les acteurs de migration et de solidarité internationale, que associer climat avec conflit et avec migration, ça ne peut que desservir toute tentative de faire un projet humanitaire, un projet de protection des personnes, puisque toutes ces associations entre migration, en ce moment on voit bien migration et terrorisme, migration et violence, sont des choses qui sont à évacuer du débat pour beaucoup de gens qui s'intéressent plutôt à la protection des personnes. Donc, au niveau du discours, voilà, ça peut être... Et puis donc, pour répondre à la deuxième question par rapport à l'idée selon laquelle la démographie africaine serait en fait le vrai problème, je pense que c'est un peu la même chose. C'est que l'inquiétude pour beaucoup, c'est que faire le lien entre démographie africaine et migration et mouvement vers l'Europe, c'est aussi une logique sécuritaire qui consiste à relier ces mouvements-là à des mouvements de masse, à des choses qui sont en fait factuellement fausses. Enfin, je veux dire, le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, a été attaqué par des démographes tels que François Héran, et je trouve qu'ils sont très convaincants dans leur critique de Stephen Smith. Et donc, donc c'est dire qu'il y a un peu un conflit entre les gens qui vraiment appuient l'idée sur laquelle démographie africaine, conflit, tout ça, c'est des choses dangereuses sur lesquelles appuyer parce que ça peut que constituer, que rentrer dans une logique sécuritaire. Et oui, après, voilà, il y a des acteurs au niveau du gouvernement français, dans la politique française, qui effectivement font utilisation de tout ça pour faire peur et pour contribuer à des politiques de sécurité. J'espère que ça répond à votre question. Nordine, est-ce que tu veux ajouter un élément ou passer à la question de Marine, peut-être? Ah, ton micro est coupé. Ouais.
on peut passer à Pardon, la... Ah non, pas de souci. pardon, j'arrive. Non, on peut peut-être passer à Marine et je À reprends la Marine? question après. Ouais, Ça non, ça marche. te va? Très Super. bien. Marine, du coup? Oui, bah merci David, c'est intéressant de te revoir parce que je fais partie du réseau des pompes à des murs du CRID aussi, donc du coup je vois le côté un peu, enfin la double approche que tu as. Je me demandais, est-ce que selon toi, on n'a pas le risque aussi de, par difficulté justement d'arriver à réunir les approches migratoires et environnementales, est-ce que le risque, c'est pas finalement de les distinguer de nouveau et de ranger dans une catégorie adaptation tout ce qui peut se faire un peu au niveau national et laisser la migration dans le champ du droit international de la migration, mais sans inclure dedans les dimensions environnementales et climatiques? Et que je m'explique, en fait, d'une certaine façon, dans les prochaines négociations climatiques, rester sur la notion de l'adaptation en se disant que ce sont les territoires, à l'échelle nationale, que cette question-là va être réglée et comme on n'a pas de réponse institutionnelle et juridique adéquate pour répondre à ce critère environnemental et climatique, on va le reléguer en se disant que voilà, ça fait partie des raisons de la migration, mais on n'y répondra pas par une politique adverse, une politique entière. Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris la question, mais Je reformule peut-être. En fait, ce que j'observe avec la question quand tu parlais d'inhabitabilité de territoire, typiquement, Mathieu Orphelin a travaillé, donc qui est député à l'Assemblée nationale en France, a travaillé sur une proposition de loi justement sur la question des critères qui permettaient de savoir qu'est-ce qu'un territoire habitable et inhabitable. Et moi, derrière cette logique-là, je vois aussi un risque de ranger en fait les questions d'adaptation derrière cette question de territoire et donc en fait d'évacuer la question migratoire en se disant que on définit ce qu'est un territoire habitable, pas habitable, on essaie de le rendre dans la mesure du possible habitable avec des mesures d'adaptation, d'atténuation et on range d'un autre côté, on revient à des catégories séparées, on met d'un autre côté la question de la migration pour faciliter aussi la vie aux institutions, aux structures publiques. Voilà. Oui, ah oui, alors, bien sûr, oui, comment? C'est plus clair du coup? Oui, je crois bien. Okay. Donc le concept d'inhabitabilité, oui, je pense que l'analyse est bonne. Il y a toujours ce risque que ça serve en fait un agenda qui revienne vers, en fait, qui remette l'accent sur l'adaptation. Et puis le parallèle que je peux faire avec la politique migratoire de manière plus générale, c'est qu'il y a toute une tendance dans le monde du développement international et puis sur les questions de migration, à vouloir s'attaquer aux causes profondes, c'est-à-dire faire tout ce qu'on peut pour que les gens ne partent pas. Et puis l'adaptation, en fait, se rangerait dans cette logique-là. Et ouais, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pense qu'il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps avant d'apporter une réponse correcte. Mais je vais y réfléchir et je reviendrai vers toi. Ouais. Merci David. Nordine, est-ce que tu souhaites... Alors, oui, merci. Très, très vite. Je crois qu'on est en retard, non, Cécile? On n'est pas en avance, oui, effectivement. On n'est pas en avance. Ouais. Mais depuis le départ, on traîne nos 10 minutes de retard. Donc. Non, c'est intéressant. Merci pour David pour cette courte présentation. Ça me frustre un peu parce que je suis sûr qu'il y avait plein de choses en plus, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu aussi. Hein. Du coup, ma question, c'est la suivante. Vous nous avez parlé dans les acteurs que vous visez, vous nous avez parlé des institutions. Est-ce que vous... Et je fais le lien avec ce que vient de dire aussi Catherine sur savoir et pouvoir. Je trouve ça hyper intéressant comme approche. Et sur les lieux de pouvoir, justement, quels lieux de pouvoir vous avez jusqu'à présent dans vos entretiens abordés? Est-ce que, par exemple, vous avez été voir aussi les parlementaires, les groupes de travail, les groupes d'études? Il y a des groupes d'études, moi je ne les connais pas par cœur, mais qui sont entre nous aussi diversement
voilà, réel ou pas, voilà. Mais ça peut être intéressant sur ce qu'on s'attache à la perception et au vocabulaire. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il dit sur la question de la migration et la migration environnementale en particulier. Est-ce que vous avez été aussi du côté des agences de coopération? Et c'est là où je fais le lien avec ce que Catherine disait, savoir et pouvoir, parce qu'aujourd'hui, les agences de coopération, c'est le nerf de la guerre de la mise en place des stratégies sectorielles de la France. Et moi, je continue à travailler sur une des stratégies sectorielles, là, pour le coup, du ministère des Affaires étrangères, que j'ai revérifié sous les yeux, que j'ai travaillé dans le contexte mauritanien, qui s'appelle Droits humains et développement. Une approche de la coopération-développement fondée sur les droits humains. Il n'y a rien sur le climat, par exemple. Ça ne fait pas partie alors si je fondais sur les droits humains, mais rien sur le climat, par exemple. J'ai été voir aussi du côté de l'AFD, je pense que ça c'est intéressant. Il y a évidemment aussi un cadre d'intervention transversale, un CIT du côté de l'AFD, qui est très, très orienté sur les flux financiers. C'est normal, c'est l'approche de l'AFD, une des approches principales de l'AFD. Voilà. Mais je pense que ça serait intéressant, au-delà d'aller, et c'est ma question, hein, je ne sais pas si vous l'avez fait, voilà, parce que aussi l'échange était court, mais de pas seulement se concentrer aux institutions en tant que telles. J'ai travaillé aussi au ministère des Affaires étrangères, je vois aussi comment se passe l'interaction entre le politique et la coopération. Je pense qu'aussi, il faut aller voir du côté, encore plus aujourd'hui, où on a une manne financière qui est passée des institutions telles que le ministère des Affaires étrangères vers les acteurs du type AFD, les agences du type AFD ou Expertise France, d'aller voir aussi ce qu'eux disent sur les questions qui nous concernent de migration environnementale. Est-ce qu'ils se positionnent? Comment? En sachant qu'il y a… ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'il y a en plus un moment… moi, je travaille aussi là-dessus pour l'Agence française de développement d'hybridation de l'approche par les droits humains, qui se fait petit à petit. Voilà, donc il y a un processus qui, pour vous, peut-être, en tant que chercheur, peut être intéressant à voir. Voilà un peu à la fois ma remarque et ma question. Oui, alors c'est un manque de temps dans ma présentation, mais j'ai fait une dizaine d'entretiens avec l'AFD et certaines organisations liées, dont Expertise France. Et puis après, je me suis aussi intéressé à essayer de parler. Il y a des gens au ministère des Affaires étrangères qui s'intéressent à cette question, donc il y a deux choses. La première, c'est que, il y a des questions d'accès assez compliquées. Tout le monde n'est pas prêt en fait à parler, étant donné que c'est une question émergente, particulièrement lorsqu'on s'adresse à des acteurs du politique ou qui sont en tout cas dans des administrations qui vont déterminer une politique et contribuer à une politique, ils vont avoir beaucoup d'hésitation à s'exprimer. Alors ça, c'est un problème sur lequel je suis rentré. À l'AFD, il y a des travaux en cours, mais ce que je vais essayer de faire dans ma thèse, et je pense que ça sera dans mes résultats que j'aurai plaisir à partager avec vous, mais il y a aussi des dynamiques internes, dans le sens où le département migration, en tout cas les gens qui s'intéressent, qui ont un peu l'angle migration, vont avoir une approche assez différente de l'angle climat, mais il y a aussi un niveau différent d'intérêt pour la question. Donc disons que, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, beaucoup et partout, que ce soit dans les ONG ou dans les administrations, en interne, il va y avoir une tendance à ce que ce soit les gens qui travaillent sur les questions de migration qui vont porter le sujet plus que ceux qui s'intéressent aux questions climat. Et ça, j'ai encore un peu du mal à l'expliquer sur le fond vraiment, mais je pense que c'est parce que parmi les gens qui s'intéressent aux migrations, on identifie beaucoup plus de risques à ce discours des migrations environnementales, puisqu'il peut être parfois associé, comme on l'a dit, à des questions sécuritaires, à des visions de la migration qui ont été problématiques par le passé. Et alors que côté climat, on fait peut-être moins souvent ce lien. Et puis l'enjeu est peut-être, les migrations sont souvent une partie un peu… c'est une sous-partie de l'agenda climat dans son ensemble. Et donc, voilà, donc ça pose une question, une problématique au point de vue de la recherche, qui est souvent que les gens qui travaillent sur le climat vont avoir moins envie de parler avec moi, vont être moins disponibles, vont avoir fait moins de travail sur ce sujet-là. Mais c'est une tension, je pense, qui est importante à explorer. Ouais. Merci beaucoup, David. Je propose qu'on passe à la présentation de Samuel, la dernière. Donc, on a toujours le même nombre de participants, hein, donc voilà, on est quand même toujours autant suivis malgré la durée de la séance. Donc Samuel, je te passe la parole. Merci et bonjour à tout le monde. Donc moi je m'intéresse
à la question du rôle de la migration comme stratégie d'adaptation aux changements environnementaux. Et dans le cadre du projet de recherche Migradapt, auquel je couple ma recherche doctorale, j'essaie de comprendre le rôle des migrants sénégalais dans la capacité d'adaptation de leur village d'origine face aux changements. Ah, ça va face aux impacts des changements environnementaux ces 5 dernières décennies. Donc, est-ce que le migrant est un agent adaptatif pour sa communauté d'origine, son village d'origine, dans quelle mesure? D'abord, qu'est-ce qu'un agent adaptatif? Un acteur, individu qui permettrait de contribuer à l'adaptation des populations aux changements environnementaux dans son village d'origine, ok, mais pas encore tout à fait convaincu. On va ici un petit peu déconstruire ce concept. Donc en fait, ma recherche est empirique, hein, elle prend une approche ethnographique multisituée. Donc j'ai été 3 fois plusieurs mois au Sénégal, dans 12 villages de la moyenne vallée du fleuve, avec 2 chercheurs sénégalais de la communauté ethnique Alpulaar. On y a discuté et interrogé environ 200 personnes. Ensuite, on a interrogé une 60aine de membres de ces villages qui résident dans les banlieues de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Thiaroye, qui sont d'ailleurs également affectés par une mauvaise gestion environnementale. Et finalement, j'ai interrogé le même nombre de personnes en Belgique, originaires de ces villages de la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Dans ma thèse, je déconstruis donc, ou en tout cas je remets en perspective sociale, l'idée que le migrant serait un agent adaptatif dans ce contexte de changements environnementaux ou climatiques. Si l'on considère en tout cas le migrant comme acteur isolé, détaché des structures sociales et politiques de sa communauté. C'est ce que souvent les économistes de développement qui ont une vision issue de la littérature néo-managériale proposent. Et donc, on les retrouve pas mal aussi dans des rapports de grandes organisations internationales spécialisées en migration. C'est l'idée de l'acteur individu dans le champ de recherche sur la migration comme stratégie d'adaptation, et qui est d'ailleurs pas mal critiquée dans la littérature. Donc, je voudrais revoir avec vous cette idée en partant de l'analyse de ce que perçoivent, ce que pensent et nous disent en tout cas les principaux concernés, donc les migrants eux-mêmes et les personnes restées au pays, au village d'origine et à Dakar. Donc j'ai d'abord tenté de faire ressortir ce que les villageois attendent des migrants de manière générale, pour ensuite préciser comment les villageois eux-mêmes perçoivent ces changements environnementaux et quelle est l'influence de ces changements environnementaux sur les aspirations et les demandes sociales envers ces migrants. Et aux migrants en Belgique, je leur ai demandé quelles sont leurs perceptions environnementales et quelles sont leurs réponses face aux demandes sociales de la part des villageois. Donc, on va prendre ici peut-être quelques éléments thématiques saillants du schéma type du parcours d'un migrant ou d'une migrante et de ses pratiques transnationales, mais ce sera un migrant. C'est quand même plutôt une affaire d'homme encore en Belgique, bien que ça se féminise. Donc, il s'agit d'un migrant alpulaar de 45 ans, arrivé en Belgique au début des années 90, 90. Il vient d'une zone en bordure du fleuve Sénégal, où avant les grandes sécheresses des années 70, les mobilités étaient normales, plus courtes et circulaires, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où, comme Loïc l'a dit aussi, elles deviennent permanentes. Donc, c'est une zone où c'est devenu vraiment encore plus qu'avant dans la culture de ces populations. Donc après ces grandes sécheresses, de plus en plus de gens partaient de plus en plus loin pour de plus en plus du long terme. Donc Khalidou nous explique, on a commencé à se déplacer non seulement vers la sous-région, mais aussi à partir en Europe. C'était assez facile par rapport à maintenant. On nous disait que la France était saturée, donc on a choisi la Belgique un peu par hasard, même si on connaissait presque personne. Le peul est un voyageur, donc ça ira. Mais le proverbe dit qu'en préparant sa valise pour partir, il faut penser au retour. Et les attentes de la communauté vis-à-vis du voyage semblent donc très importantes aux yeux du migrant. Le projet du migrant n'est généralement pas que pour lui. Quand il quitte son pays, c'est un projet communautaire. Il vient d'une région réputée pour l'engagement communautaire des migrants d'ailleurs. Donc généralement, mes interviews avec des migrants installés en Belgique confirment que ceux-ci voudraient bien aussi réaliser des choses concrètes au village. Donc répondre à ces demandes et ces attentes au village. Et Khalidou nous dit que ces attentes sont énormes. Elles ne sont pas seulement liées aux besoins des dépenses quotidiennes de la famille restée au village, mais elles sont également liées aux besoins collectifs, formulés par différentes institutions sociales, comme je les appelle, au village, c'est-à-dire la famille élargie, la lignée, un projet d'entreprise ou diverses associations qui sont très très importantes dans le village, qui ciblent chacune
des groupes particuliers, ces associations, à des échelles plus ou moins grandes. Donc, j'ai pu constater sur le terrain que de nombreuses initiatives et actions transnationales de ces migrants servent en fait à l'adaptation aux changements environnementaux, en tout cas au moins d'un groupe de personnes dans le village d'origine. On pourrait penser d'abord, a priori, à des investissements dans des techniques d'agriculture adaptées, comme des meilleures semences, des canaux d'irrigation, des bassins de rétention d'eau. C'est d'ailleurs ce que l'État sénégalais prône dans ses discours envers la diaspora. Mais je voudrais ici relever un petit exemple d'initiative a priori individuelle qui semble a priori aussi moins directement liée à notre question d'adaptation climatique. Prenons par exemple l'investissement de Khalidou, l'émigré résident en Belgique, dans une maison immeuble à Dakar. Donc dans le scénario traditionnel, plusieurs personnes proches de la famille pourront y loger. Et en fait, ça devient vite beaucoup de personnes. Des personnes âgées ou malades en bénéficient et surtout des personnes qui en souffrent particulièrement durant les vagues de chaleur qui affectent la région de Matam, qui font monter le thermomètre parfois jusqu'à 50 degrés. Ces groupes vulnérables viennent chercher le climat plus adapté, comme ils disent, c'est le climat qui est adapté, à Dakar, et ces infrastructures de soins de santé plus développées. Dans ce cas de figure, c'est une réaction à une vague de chaleur qui entraîne une migration temporaire interne du village vers Dakar. Et c'est pareil pour les cas où une campagne agricole aurait tourné à l'échec, sans quasi aucune récolte, à cause des variabilités pluviométriques extrêmes, des sécheresses par exemple. Ces agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, pourraient alors tenter de diversifier des revenus du ménage en travaillant temporairement dans la capitale, logée dans cet immeuble de notre immigré. Conclusion, il existe en effet un effet bénéfique de ce migrant pour sa communauté. Il contribue à l'adaptation. Ok, ça c'est assez clair, mais en fait, le travail de terrain m'a amené vers le champ politique des divers transferts, des remittances, tant matériels qu'immatériels, donc les valeurs, des idées, des migrants qu'ils apportent envers leur communauté. Donc, par des transferts politiques, j'entends ici de manière large les transferts de valeurs et pratiques transnationales en vue de soutenir concrètement les localités spécifiques dans leur pays d'origine dans un contexte de changement environnemental. Donc, en fait, par l'analyse des perceptions sociales des migrants et des villageois, on a tenté de mettre la focale plus particulièrement sur les mécanismes et les relations infrapolitiques qui conditionnent l'action de l'agent adaptatif supposé. Donc, entre les migrants et les non-migrants, il y a des négociations, des relations infrapolitiques. Je vais vous illustrer un peu ça. Donc, le migrant, pour devenir réellement agent adaptatif, c'est ce que je dis, c'est de montrer dans la thèse, eh bien, en fait, il sera très vite confronté à des structures infrapolitiques au sein de son village ou l'espace transnational qui traversent sa communauté d'origine. Pour avoir concrètement, pour avoir voix au chapitre dans les affaires de développement villageois, le migrant doit se montrer exemplaire dans les différents types de transferts, de remittances, dans différentes institutions sociales en lien avec le village. Par exemple, qu'il s'agisse des envois de fonds à la famille, la construction d'une maison au village ou à Dakar, des investissements productifs qui soutiennent dans l'agriculture, par exemple, ou des transferts collectifs via l'association de développement villageois, qui a des sections un peu partout dans le monde où il y a des migrants du village, et où on attendra de lui de trouver des partenaires internationaux. Chaque action transnationale orientée vers sa communauté implique pour lui en fait une potentialité politique. Donc un transfert matériel ou une action de remittances est une action finalement communicationnelle, dans le sens d'Habermas, de la part du migrant qui se positionne entre ici et là-bas, le pays d'origine et le pays de résidence. Si ces conditions de devoir, de remittances sont satisfaites, alors, en fonction de l'intérêt qu'il porte, l'intérêt politique et de l'ambition de l'engagement du migrant, le migrant il pourra prétendre plus ou moins ouvertement à une ambition politique individuelle liée alors à un mandat politique qu'il pourrait obtenir. Idéalement, ce sont les villageois qui viennent alors lui demander de devenir leader politique. Mais c'est un jeu stratégique très subtil au sein des associations qui veulent absolument rester apolitiques. Et c'est un peu paradoxal. Sinon, généralement, elles éclatent et elles stagnent dans leurs activités. Et c'est surtout le cas que j'ai observé dans ces villages, là où les villages sont devenus chefs-lieux de communes,
depuis 2009, il y a une communalisation et où les tensions aussi entre groupes statutaires de classe sociale traditionnelle sont différentes et sont palpables. Donc, les villageois au village même ou les migrants à l'étranger originaires du village se sont crispés et polarisés dans des camps politiques. Et cela se ressent très fort. Il y a une politisation des activités collectives qui mène à des blocages de projets de développement collectif. Évidemment, on observe des degrés différents d'engagement envers la communauté. Certains se limitent au minimum syndical, comme la participation aux cotisations pour l'association et ses projets, et d'autres et se veulent aussi explicitement apolitiques, alors que d'autres ambitionnent un poste politique et l'affichent plus ou moins ouvertement, affichent cette carte politique de parti. Donc, Samuel, je te laisserai peut-être conclure en oui, j'ai une deux grosse phrases. minute. Parfait. Oui. Une fois le capital politique acquis par ces divers transferts, les remittances donc, qui pourra transmettre, alors il y aura des valeurs et des pratiques politiques transnationales qui pourra aussi transmettre. Il a une aura politique acquise. Et celles-ci peuvent résulter finalement de meilleures capacités d'adaptation face aux changements environnementaux dans sa communauté d'origine. Donc, pour conclure, je pense qu'un migrant engagé peut être un acteur social de développement qui contribue de manière consciente ou non, parce que ce terme d'adaptation n'existe pas dans la langue halpoulard déjà, par exemple. Donc, c'est souvent pas conscient que c'est une action adaptative, mais par contre, je pense qu'il dépend fortement, en tout cas ce migrant, des structures sociopolitiques à plusieurs niveaux au-dessus de lui. Et ici, on n'a même pas parlé des politiques de développement et des politiques de la mobilisation de la diaspora, mais uniquement des mécanismes infrapolitiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Il y a un écho derrière moi, j'espère que vous ne l'entendez pas. Je laisse la parole pour cette dernière session de questions des membres du jury à Catherine. Merci beaucoup. Très intéressant. Je pense que si vous ne l'avez pas lu, le livre de Thomas Lacroix sur les associations marocaines de développement ressemble beaucoup dans son analyse à ce que vous montrez d'une certaine façon, peut-être de façon encore plus extrême dans votre démonstration, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le développement, c'est quelque chose de bien pensant, si j'ose dire, et beaucoup d'acteurs associatifs dans le pays d'immigration, ça doit être pareil en Belgique qu'en France, en fait, ont recyclé un savoir politique ou syndical qu'ils avaient pour pouvoir survivre dans le plaidoyer ou dans la militance collective à travers des actions de développement. Donc finalement, le développement, ce n'est pas leur spécialité. Leur spécialité, c'est le plaidoyer, le militantisme. Du côté du pays de départ, et Thomas Lacroix étudie le Maroc, mais vous le montrez aussi pour le Sénégal, le développement peut être une sorte de marchepied pour une visibilité politique, en réalité, locale ou nationale. Donc, c'est valorisant. Effectivement, c'est une façon de se faire connaître dans des pays où la politisation n'est pas toujours bien vue. Et donc, finalement, le perdant, c'est le développement, puisque chacun a un objectif qui n'est pas nécessairement directement le développement, soit par manque d'expertise, par peut-être fait que l'adaptation n'est pas nécessairement pensée comme telle, parce qu'on a une ambition supérieure au développement, mais finalement, on n'arrive jamais à cette, disons, logique du développement comme réponse à la mobilité, parce que finalement, ça n'intéresse personne directement, mais on fait semblant, d'une certaine façon, de s'y investir. Alors, je ne sais pas si c'est aussi vrai pour le Sénégal, qui sont sans doute plus investis collectivement qu'au Maroc, mais je pense que là, on voit très très bien pourquoi ça échoue d'une certaine façon. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de votre analyse pour montrer le côté un peu mystificateur, d'une certaine façon, de la problématique du développement. Donc voilà un petit peu le point que je voulais souligner, mais est-ce que vraiment on peut faire un parallèle? C'est la question que je vous pose entre le Maroc et le Sénégal en la matière. Merci Catherine. Merci. Samuel, est-ce que vous souhaitez répondre? Tu souhaites répondre?
Bah justement, merci beaucoup Catherine Wittel-de-Wenden. C'est dans le projet Migradapt, hein, dans lequel se situe ce projet de recherche de thèse. Il y a le Maroc qui est intégré aussi, et on fait un travail un peu comparatif entre les pays. Donc, il y a pas mal de choses des dynamiques sociales similaires, mais c'est quand même évidemment différent. Donc, je pense que surtout dans la zone de la moyenne vallée du fleuve, la région du Fouta Toro, hein, qui est un synonyme plus d'appartenance socio-historique, là vraiment les dynamiques sont très très impressionnantes. Et c'est d'ailleurs marrant, en écrivant l'article comparatif avec Loïc Bruning et Kouma Faye, qui lui s'est occupé du bassin arachidier, c'est rien qu'au sein du Sénégal, assez différent en termes des dynamiques. Et là, on n'a que regardé les transferts financiers dans cet article. Parce qu'en fait, chez eux, dans les deux autres zones, régions du Sénégal, là, c'est pas du tout aussi important d'être vraiment un acteur pour la collectivité important qui peut accumuler un capital social et politique par son engagement, qui peut vraiment être désigné du doigt de manière ostentatoire, quoi. Enfin, il y a un moment où souvent dans les pré-campagnes, etc., il y a des profilages politiques au sein des associations. Et là, clairement, c'est très délicat. Ils font attention à ne pas marcher trop sur les pieds des autres, comme on dit en néerlandais, pour essayer de quand même maintenir une dynamique positive et éviter le retranchement politique. Parce qu'ils savent que justement, c'est leur force de la région d'avoir ce communautarisme qui permet des cotisations importantes, surtout en trouvant des partenaires de co-développement. Et cette dynamique de co-développement même, parce que ces migrants s'inscrivent vraiment là-dedans, comme au Maroc hein, d'ailleurs, ça, on la retrouve beaucoup moins dans les régions. Ça, c'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi si en fait, ça s'explique notamment par le fait que les migrations sont plus anciennes dans la moyenne vallée du fleuve par rapport à ces deux autres régions, et que donc les migrants ont pu frapper aux portes de leur commune ou municipalité, comme vous dites en France, pour dire, ben voilà, on est un nombre important de personnes et donc on aimerait bien faire des choses. Et puis, comme ça, il y avait, grâce à cette masse relativement importante de personnes dans ces communes, ben, des fonds ou des activités de collecte de fonds qui ont pu être collectés pour des projets au village. Alors que voilà, ce n'est pas le cas dans les deux autres régions, mais ça continue, ça perdure, alors que pour l'instant, ben, il y a clairement des augmentations du nombre de migrants dans toutes les zones du Sénégal. Et donc, il y a probablement un moment où ça va s'équilibrer, puisqu'il y aura un nombre important, significatif de migrants qui veulent aussi pouvoir peser quelque part dans leur zone. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé avec un chercheur de l'université Gaston Berger qui vient de la zone du Vélingara du sud, donc de Casamance, et qui était en fait très intéressé de répliquer, de faire la même chose que ce qu'il a vu dans la moyenne vallée du fleuve. Au moment où il faisait ses recherches, il était impressionné par l'organisation collective et il a appliqué en fait la même chose au Vélingara. Parce que justement, il explique que là aussi, il commençait à avoir suffisamment de migrants et donc un potentiel de s'organiser de manière effective pour le développement, même si là, il y a d'autres, évidemment, d'autres impacts environnementaux, mais qui sont aussi importants quand même, voilà, comme la salinisation des sols, par exemple, qu'on retrouve beaucoup moins dans le Fouta Toro. Merci beaucoup, Samy, pour ta réponse. Alors, il y a un écho. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir. Donc, ça me donne l'opportunité de donner la parole à David, donc David Maenda Kitoko, qui avait une question.
sur cette session. Et puis, on pourra, je pense, conclure. Alors, je m'adresse aux participants. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Si vous le faites un petit peu trop tard au vu du programme, on pourra éventuellement les transférer et transmettre aux doctorants suite à ce workshop. Donc David, je te laisse la parole et puis avant de donner la parole à Nordine du coup pour la conclusion. Merci Samuel pour la présentation. C'est très enrichissant, notamment par rapport à la notion du migrant comme agent adaptatif, parce qu'on a souvent, on a souvent envie de lui coller cette casquette de celui qui va peut-être faire quelque chose de façon individuelle, et ça peut mettre une pression vers la personne elle-même. Voilà. Mais moi, je me posais la question sur si vous avez pu faire une distinction entre des générations des migrants et leur approche, du coup, approche qui va pouvoir avoir un effet sur la mobilisation de la diaspora, par exemple. Je sais que pour les jeunes, la question environnementale, pas seulement au niveau local, c'est-à-dire réparer ce qui ne va pas, mais va avoir aussi va avoir une importance capitale en termes de justice, en termes de réparation, mais au niveau international, c'est-à-dire que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas uniquement de la faute des gens qui habitent là-bas, bien au contraire, mais que c'est quelque chose de pollueur qui se trouve ailleurs, que du coup, peut-être qu'il y a des solutions à voir là, alors que j'ai l'impression que les anciens vont avoir vraiment une obsession d'agir d'abord localement, d'être d'abord construire des choses au niveau des villages. Je ne sais pas si vous avez pu travailler sur ces questions-là et sur du coup les potentiels politiques qui découlent de ces deux groupes-là et ces deux approches qui peut y avoir. Voilà. Merci. Super intéressant comme question, effectivement. Alors, pour répondre à la première question, oui, il y a un problème intergénérationnel qui se passe, non seulement dans le fait que c'est encore une culture assez patriarcale, évidemment, mais aussi la culture du respect des anciens. Et ça revient à dire que l'ancien, c'est lui qui dirige les groupes WhatsApp notamment, etc. Et donc, du coup, il y a les jeunes qui se retrouvent dans d'autres groupes WhatsApp qui deviennent les nouveaux arbres à palabres au niveau des négociations de qu'est-ce qui va être prioritaire pour le village. Et donc, oui, il y a les jeunes qui ont d'autres priorités parfois, mais pas toujours. Souvent, c'est une question juste de trouver les vieux un peu dépassés dans leur manière de communiquer aussi, etc. Et alors, donc, pour rebondir à ta deuxième question, est-ce qu'ils sont plus conscients effectivement de cette justice climatique? Mais en Belgique, moi j'ai interrogé, je crois, ça devait faire une dizaine sur les 60 de jeunes. Et effectivement, non, ils n'étaient pas du tout... notamment, il n'y en avait que 2 qui allaient aux marches pour le climat. Vous savez, en Belgique, il y a eu tout ce mouvement des marches pour le climat, un peu qui ont initié, en fait, si on veut, ces grandes marches pour le climat au niveau mondial. Si on peut dire, bon, en tout cas en Europe, là, on était bon élève, on va dire, pour les marches, pas pour les politiques climatiques. Et c'était effectivement frappant qu'il y ait très peu de membres de ces associations qui font des projets d'adaptation concrets dans leur village sans le nommer ainsi, qui en fait ne se retrouvent pas dans ces mobilisations politiques au niveau national, ni dans des plaidoyers, etc. Donc là, effectivement, et c'est pour ça que cette question de transmettre des valeurs vers la communauté d'origine, parce que les transferts politiques, c'est des valeurs et des pratiques, ça c'est plutôt dans des questions vraiment concrètes, comme tu l'as dit, c'est des projets de reboisement, etc. Il faut trouver des partenaires pour ça parce que c'est des sommes énormes, etc.
mais c'est effectivement dans du pratique concret et pas du tout dans une perspective, une remise en question des inégalités face aux gaz à effet de serre, notamment, qui causent les changements climatiques et d'autres choses. Peut-être lié à cet aspect concret dont tu viens juste de parler, Samuel, on vient de recevoir alors 2 questions. Bon, il va se faire tard, mais les gens sont là, sont encore actifs. Je voulais te poser une première question sur justement peut-être la reformuler dans cet aspect concret. En quoi les personnes migrantes, est-ce que tu as des exemples de personnes migrantes qui ont été agents adaptateurs en Belgique ou dans les pays d'immigration? Alors, tu t'es focalisé sur le Sénégal, mais est-ce que tu as peut-être des exemples concrets? Tu parlais des marches sur le climat. Est-ce que tu as d'autres exemples peut-être à apporter à ce participant? Et voilà, la deuxième question est à destination de tous les intervenants. D'accord. Donc c'est ça toute la difficulté justement, c'est pas du tout clear cut comme on dit en anglais. C'est pas clair de dire voilà, cette personne-là pour l'adaptation aux changements environnementaux, elle a un effet. Parce que déjà ça rentre dans le thème développement de manière générale et que bon, il n'y a déjà pas la traduction en langue poulard d'adaptation. Il y a différents autres termes qui sont utilisés comme WILO qui veut dire changement, mais pas. Voilà. Et donc, du très concret, oui, c'est aller frapper à la porte d'une ville comme la ville d'Anvers et de demander d'avoir une participation importante pour un projet, par exemple, d'agriculture irriguée, hein, qui permet une récolte toute l'année, etc., de jardins maraîchers, et qui n'aurait pas pu avoir lieu sans ce migrant qui a fait la démarche. Mais il y a un paradoxe parce que souvent les partenaires de développement, ils cherchent la collaboration avec une association communautaire de base, et c'est là où ça coince parce que évidemment ils veulent cette association et pas le migrant comme point de référent, mais le migrant, une fois retourné au pays ou même à travers les groupes des réseaux sociaux, il va être profilé lui-même ou par d'autres comme étant la personne qui a trouvé le partenaire, se mettre les plumes sur son chapeau et puis voilà, être éventuellement bloqué par le maire qui peut, hein, comme dans le cas de certains de mes villages, la mairie qui a été dirigée, conquise par en fait des groupes subalternes qui ont pris la majorité démographique dans le village, notamment à cause des migrations. Et ce maire ne conçoit pas, ou à l'inverse plutôt aussi, quand c'est des subalternes migrants qui trouvent le partenaire, ça leur offre tout un statut social qui n'est pas si facilement accepté par tout le monde au sein du village, et donc il y aura des mécanismes de blocage finalement. Voilà, toutes sortes de choses. J'ai dans mes histoires pas mal de blocages qui sont très dommages finalement, et qu'on constate assez fréquemment en fait. Donc voilà, ça c'est concrètement comment il y a. Merci Samuel. Oui, c'était des éclairages oui, très pratico-pratiques, mais qui étaient les bienvenus. Je pense que c'était ce qui était attendu de la personne qui posait la question. Peut-être une question, alors la plus ouverte, peut-être Catherine, vous pourrez donner des perspectives, des pistes de réponse. C'est une personne qui nous demande tout simplement des recommandations littéraires sur le sujet des migrations climatiques. Alors, il y en a eu comme ça de manière assez éparpillée au fil de vos présentations à chacun et chacune. Est-ce que peut-être vous avez, disons, 3 ouvrages Il y a un livre qui a été fait, il y a l'Atlas des migrations environnementales qui a été fait par François Gemène et une petite équipe, ils sont un collectif, qui a été publié aux presses de Sciences Po, donc qui est vraiment très, très bien fait parce qu'à la fois il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de cartes, etc. Donc Atlas des migrations environnementales. Si ma mémoire est bonne, je parle sous le contrôle de Samuel, puisque il faut comprendre que c'était François Gemène qui dirigeait sa thèse. Je crois que le livre est sorti en 2016 ou 2017. Peut-être qu'il y a eu une actualisation, mais en tous les cas, c'est un élément très important pour voir et palper toutes les données du phénomène. Une vision mondiale également.
Il y a également sous l'aspect juridique Christelle Cournil, qui a fait un livre aux presses de Sciences Po dans la collection Débat, qui en tant que juriste analyse pourquoi il n'y a pas eu de statut sur les migrations environnementales. Donc c'est bien fait, c'est un très beau travail dans la matière. Et puis il y a beaucoup de thèses. Alors moi, ma vie aussi, c'est de diriger, de lire des thèses. Il y en a une, malheureusement, elles ne sont pas toutes publiées. Alors je dis à tous ceux qui sont là, publiez votre thèse. Parce que sinon, après, l'ensemble du travail magnifique qui a été fait, souvent il disparaît. Quand on fait un article, c'est quand même très très loin de tout ce qu'on a pu accumuler pour la thèse. Donc, faites des thèses publiables et publiées. C'est vraiment un conseil que je vous donne, ce qui est très payant aussi pour la carrière universitaire. Hein. La grosse différence, je fais partie de certains comités de sélection pour le CNRS, par exemple, eh bien, entre celui qui a fait un bouquin de sa thèse et celui qui n'en a pas fait, il y a souvent une différence dans la prise en compte de la candidature. Donc, publiez votre thèse. Et il y en a d'autres que j'ai vues aussi, dont une que j'avais sous ma direction, qui était une brésilienne, qui analysait pour le nord du Brésil les conflits d'intérêts. Et ça, on ne le voit peut-être pas pour l'Afrique en général, mais les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre finalement les grands opérateurs qui font de la déforestation pour produire notamment de l'éthanol, les défenseurs de l'environnement et les défenseurs et ceux qui veulent développer le tourisme. Alors là, c'est trois intérêts qui s'entrechoquent, si j'ose dire, et qui se retrouvent en conflit au niveau local dans les municipalités. Donc c'est un travail très fin qu'elle a fait auprès des différents acteurs, et ce genre de conflit tourisme, et ça, je trouve que ça va être un sujet aussi qui va affleurer, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de ces régions dont vous parlez ont des ambitions touristiques. Donc développer le tourisme, protéger l'environnement, parfois on peut faire les deux, mais parfois de façon un peu cosmétique, et puis développer économiquement des régions qui sont fragiles en faisant une agriculture massive de tel ou tel produit qui a des effets dévastateurs sur l'environnement. Donc là aussi, c'est un aspect, peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à ce genre de conflit dans les régions d'Afrique que vous avez proposé pour l'analyse, mais je pense que c'est un aspect qui va rapidement devenir émergent. Ok, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous, membres du jury et doctorants. Je passe juste rapidement la parole à Nordine pour une très très... I wanna go where the moon shines bright. I wanna dance under the stars.